Bonjour très chers compatriotes gabonais, en vos rangs de qualité respectives, vous êtes à l'émission Atmosphère Intervention chirurgicale électorale et judiciaire, voire même financière, animée par le prince Adouma David Mberakuba, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, le garant de toute légitimation du pouvoir, la légitimation du pouvoir, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté, le bon sens populaire, agressé par des promesses non tenues d'un certain nombre d'avatars politiques sans base législative. Je suis la pierre angulaire qui avait été rejetée par les bâtisseurs, mais qui deviendra la principale langue au cours de 7 prochaines années à venir de la gouvernance politique de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Retenez votre souffle, nous allons commencer ce direct en partant du côté de la province de l'Ogooué-Maritime. Mais je voudrais d'abord vous lire un verset biblique tiré du livre de l'Apocalypse 16, versets 13 à 14. J'ai vu sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche des faux prophètes 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. On parle bien des esprits, les démons. Et je vous avais déjà fait une véritable introspection sur l'espèce de tropicalisation du pouvoir. Le pouvoir tropicalisé. La tropicalisation du pouvoir est essentiellement basée sur l'autocratisme, sur les dirigistes autoritaires, les dirigistes dictatoriaux, impérialistes, partisans et despotiques, voire même despotiques. Ces régimes autoritaires sont caractérisés par le non-respect d'un certain nombre d'états de droit, la bonne gouvernance, les libertés publiques et autres. Et au sein de ces démons tropicaux, vous aurez des dirigeants qui se caractérisent par une espèce de royautisation de leur espace étatique. Et vous arrivez du côté du Cameroun, vous trouverez un gérontocrate politique avec 93 ans qui se retrouve avec 8 mandats, avec une espérance de vie réduite. Mais les gens ont tout de même voulu le maintenir là, et à la fin ils vont se retrouver avec la même situation politique que le Gabon. Et le même cas s'est révélé au Tchad, au Congo, en Guinée équatoriale, en Côte d'Ivoire et autres, où vous avez un autre opposé politique et qui est à la poursuite d'un 5e mandat, puisque le 4e mandat il vient de l'obtenir. Mais qu'à Dieu ne plaise, le cas du Gabon est totalement autre dès lors que nous sommes arrivés à une espèce de limitation des mandats et avec une clause, c'est-à-dire une impossibilité de modifier la durée des mandats. Donc vous avez un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois, cela fait 14 ans. Donc je voudrais rappeler mes frères et amis qui sont du côté justement de la commune de Port-Gentil, qui ont trouvé un brillant alibi savamment conçu pour pouvoir peindre le maire de la commune de Port-Gentil, Wagné Amboué, mon très cher collègue qui était au lycée Bessieux. Moi j'étais à Immaculée et nous habitions le même quartier, c'est-à-dire la nouvelle cité dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville, particulièrement derrière l'école l'école publique Nous allons 4. Wagné Amboué, dont la mère n'est rien d'autre que Madame Amboué, cette femme qui s'est longuement battue pour l'avènement de la démocratie dans notre pays, à travers le parti de Maître Louis Agonjo Okawe, qu'on appelait le Parti Gabonais du Progrès PGP. Et d'ailleurs, vous avez suivi avec une attention particulière justement le réquisitoire d'une des avocats qui a apporté la preuve matérielle, certifiée et certifiable que le palais d'Ali Bongo Deba avait été conçu sur le centre de la destruction justement du verger et du potager avec 3 autres maisons de Maître Louis Agonjo Okawe. Cet acteur politique qui avait été victime de toutes les afflictions, les flagellations, le meurtrissure d'un système monosapien caractérisé par la démesure, caractérisé par la répulsion justement de toutes les forces qui soient capables d'appeler le pays vers l'avènement de la démocratie. Nous voulons donc rendre un hommage particulièrement appuyé à Maître Louis Agonjo Okawe,
mais également à la maire de Ouagny, la maire d'Ambouroué, actuellement maire de Libreville, qui fait l'objet d'une cabale, voilà, maire de Port-Gentil, qui fait l'objet d'une cabale par certains ménopausés politiques sans base législative du côté de Port-Gentil. Port-Gentil qui a toujours été considéré comme une ville frondeuse, comme une ville de la sacralisation d'une espèce d'opposition maquilleuse comparable aux garces aux mœurs dépravées telles que celles de Boniche en putréfaction de la baie de Cochon. Donc, son fils Ambouroué, qui n'est rien d'autre qu'un brillant banquier, un Gabonais qui a fait de très bonnes études dans des universités des pays industrialisés, rien à voir avec certains qui ont obtenu leur doctorat sur le numérique à partir justement des études en distance, c'est-à-dire des études en ligne. Voilà, des études en ligne. Et ils se font vanter pour des super brillants intellectuels, connaisseurs en droit objectif et en économie. Et d'ailleurs, je vais arriver à les démystifier tout à partir de discours qui a été tenu par Ondo Sanso, brillantissime économiste de renom et qui fait la fierté du peuple souvent. Ouagny Ambouroué qui a été élu maire de la commune de Port-Gentil, mais qui malheureusement est victime d'une cabale de certains conseillers mal intentionnés, caractérisés par la démesure, caractérisés par l'ostracisme, l'aveuglement, le tourisme et l'égarement d'esprit. Et je voudrais dire à ces conseillers aujourd'hui qui veulent récuser le mode justement d'élection de Ouagny Ambouroué à la tête de la commune de Port-Gentil pour leur dire que le mode d'élection sur le choix de la mairie qui a été proposé au niveau de la commune de Port-Gentil n'a rien à voir d'antidémocratique comme voudrait le faire croire cette espèce de conseillers manipulés, certainement à la solde d'un certain nombre d'individus mal intentionnés. Je voudrais vous rappeler la jurisprudence Pierre Claver Marenga Moussavo du côté de Mouila. Pierre Claver Marenga Moussavo avait obtenu 9 conseillers sur 18. Le Parti démocratique gabonais en avait eu 5 et du job du Vung Diding, l'ADER, l'Alliance démocratique et républicaine, avait eu 4. Et lorsqu'il s'est agi de choisir le maire de la commune de Mouila, eh bien, il s'est posé une problématique, à savoir que Maranga avait 9 conseillers et il lui fallait avoir un conseiller de plus pour avoir la maîtrise du conseil municipal de Mouila. Malheureusement, le PDG ne va pas faire alliance avec Maranga Moussavo. Le PDG va faire alliance avec l'ADER. Ils vont se retrouver avec 9 conseillers. Donc 9 conseillers contre 9 conseillers de Maranga Moussavo. Mais il fallait procéder au choix justement de celui-là qui allait présider les destinées de la commune de Mouila. 9 contre 9 alors qu'il faut un dixième. Donc un conseiller de plus. Et malheureusement, nous allons nous retrouver dans la salle. Et à l'époque, Kumba Sovi était gouverneur de la province Langouni. Et Maranga Moussavo, au cours de ce conclave, va demander une élection à main levée. À main levée parce qu'il sait qu'il a la majorité, donc il a 9 conseillers. Mais il faut pêcher un autre conseiller. Le conseiller de l'ADER, le conseiller du PDG, sachant certainement que Maranga avait managé les deux, ont mis une fin de non-recevoir, à savoir qu'ils n'acceptaient pas l'élection à main levée, mais qu'ils proposaient plutôt une élection à bulletin secret. Et ils vont se baser sur une disposition électorale de notre loi fondamentale, sur le secret du bulletin de vote. Mais dans ce secret du bulletin de vote, nous allons également développer un autre argument, à savoir que le secret du bulletin de vote ne peut se passer que dans une élection au suffrage universel direct et non dans une élection au suffrage universel et direct dès lors que les conseillers ont déjà été identifiés par les uns ou les autres et que nous devons respecter la volonté du peuple souverain. Et nous allons demander, nous, les membres du Parti démocratique gabonais, une élection à bulletin secret. Et il va se poser maintenant le choix de l'élection. Est-ce à bulletin secret ou à main levée? Et Kumba Sovi, pour nous départager, il va dire que nous allons procéder à une élection sur le choix, sur le mode du scrutin. Et ce choix du mode du scrutin
ne se fera pas à me lever pour garder la confidentialité du vote, pour aller dans le même sens que Mangam Savo. Et nous allons aller au vote. Malheureusement, le vote à bulletin secret va l'emporter avec 10 voix contre 8. Et Mangam Savo va quitter la salle parce qu'il aurait compris aisément qu'il avait été doublé. Donc l'élection de Wanya Mbouré à la tête de la commune de Port-Gentil à main levée est une élection conforme. C'est une élection qui n'a rien à voir avec une certaine anticonstitutionnalité, comme voudrait bien le faire croire notre conseil municipal, qui est en train de faire également une interprétation saugrenue de la loi. C'est une interprétation saugrenue de la loi. Dans ce cadre légiférant, le vote peut se passer à main levée pour que les élus locaux puissent respecter leur engagement auprès de leurs différents électeurs, mais encore au mieux auprès de leur formation politique. Donc Wanya Mbouré a bel et bien été élu dans les formes du respect de l'état de droit, dans les formes du respect du droit objectif, c'est-à-dire trois sources, la loi, la coutume, la jurisprudence. Là, tout à l'heure, je vous ai parlé de cette jurisprudence de Pierre Claver Mangam Savo. Je pourrais également vous emprunter une autre jurisprudence coutumière, et celle justement qui s'est passée du côté de la commune de Bitam, où le membre du Parti démocratique gabonais, un ancien sénateur brillant, c'est-à-dire Ondomé Togo, qui avait la majorité de conseillers, va risquer le pari d'une élection à bulletin secret, et il va être battu par celui-là qu'on qualifie de mercenaire politique, celui qui le disait fort aisément, qu'il fallait rechercher le pain, le plaisir, avec René de Mezobian. Vous connaissez bien sa célèbre phrase: le pain, les moyens, la faim et le plaisir. Et ce dernier va payer quelques conseils du Parti démocratique gabonais qui vont battre en retraite le candidat investi par le parti, c'est-à-dire Ondomé Togo. Et il va être surpris par cette débâcle électorale, alors que les membres du parti de Ndemezo n'avaient même pas le minimum requis pour pouvoir même participer à cette élection. Donc c'est pour éviter ce genre de comportement antidémocratique que les candidats arrivent à demander un vote à main levée. Et il y a également une autre jurisprudence, de celle de Karim Ndiengi, qui est d'ailleurs allé contre la volonté de sa formation politique, l'Union démocratique des bâtisseurs, et qui ne voulait pas l'investir, qui avait plutôt fait le choix d'investir le candidat du Parti démocratique gabonais, Mme Gisèle Kogé, dont le mari était déjà élu député dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville, et elle, n'ayant pas le nombre de conseils municipaux requis, a tenté l'aventure d'être candidate pour être sénatrice dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville. Mais Karim Ndiengi, Karim Ndiengi ne va pas l'entendre de cette oreille, sachant bien que c'est l'Union démocratique des bâtisseurs qui avait gagné l'élection, et sans qualité de 2e sur la liste, va faire un forcing, il va aller payer la caution, qui certainement se chiffrait certainement à 1 million de francs CFA, et il va aller à l'élection, et Karim Ndiengi va pouvoir battre la candidate du Parti démocratique gabonais, qui d'ailleurs n'avait pas la majorité des élus, et nous comprenons mal comment cette dernière avait pu être candidate, tout simplement par les arrangements d'arrière-boutique, parce que l'Union démocratique des bâtisseurs voulait procéder ainsi pour lui donner un mandat non légitime par le peuple souverain, car le peuple avait démocratique des bâtisseurs. Donc Karim Ndiengi finit par être élu sénateur dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville, et nous voulons saluer la témérité de ce jeune fils de bas quartier, de quartier sous-intégré, des faubourgs justement de notre métropole de Libreville, Karim Ndiengi, qui s'est toujours caractérisé par un certain entêtement, et il a vite compris que dans ce régime politique-là, eh bien, si vous n'êtes pas capable de vous battre contre les géants, contre ces titans-là, eh bien, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas vous en sortir. Karim Ndiengi, qui fut également
5e maire adjoint de la commune de Libreville en charge des marchés. Voilà, 4e maire adjoint de la commune de Libreville en charge des marchés. Donc Karim Nzengi aujourd'hui qui constitue une véritable alternative en matière de leadership des quartiers sous-intégrés. Nous voulons donc rassurer le maire Wagné Ambouré, le port gentillet, pour dire que quel que soit le mode du scrutin, que ces gens ont choisi de présenter un candidat ou quoi que ce soit, de toutes les façons, vous avez bel et bien été élu à la régulière et nous attendons ce que va donner le recours, mais de toutes les façons, c'est un recours qui ne pourra jamais prospérer. Ensuite, je vais rentrer dans la deuxième étape de mon intervention du jour et qui va être essentiellement basée sur l'analyse d'un certain nombre d'agrégats macroéconomiques de notre pays. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi, David Mbakoma, qui vous apprendra ce que j'avais dit par le passé, à savoir que le gouvernement actuel, qui est celui incarné par Alexandre Barraud-Chambrier, en sa qualité de vice-président chef du gouvernement, Séraphin Mundunga, mais également Henri-Claude Oyima, n'était pas à la hauteur des attentes des briscoteurs Oligidima, que ces individus n'étaient pas des véritables économistes pour avoir conçu une loi des finances totalement aux antipodes de la réalité, justement, de la vision d'un véritable acteur économique. La vision qui avait été impulsée par John Maynard Keynes dans sa politique, justement, de la reconquête de la croissance économique après la Seconde Guerre mondiale. Il va mettre en place ce qu'on a qualifié la politique des grands travaux à travers la relance de la croissance économique par la stimulation de la demande. Et je suis heureux de savoir que le brillantissime professeur d'université Ondosa a pu rejoindre David Mbakoma en décrivant, en discréditant, en déstabilisant l'irréalisme, la surréalité justement du budget 2025 qui était plafonné en dépenses de plus de 7 000 milliards avec des dettes de plus de 7 000 milliards. Donc un budget est caractérisé par un certain amorphisme, un budget totalement aux antipodes de la raison, du bon sens populaire qui est la chose au monde la mieux partagée selon René Descartes. Et notre brillantissime économiste va également étayer son argumentaire grâce à une évaluation de budget de l'année en cours. Il va partir également de cette analyse comme celle qu'avait faite David Mbakoma sur la centrale d'achat. Cette centrale d'achat qui en réalité ne devrait pas prospérer dans un système étatique basé sur l'économie du marché. L'économie du marché repose sur le libre-échangisme, sur la liberté des capitaux, la liberté des marchandises, la liberté des biens et services et autres. Or, la centrale d'achat, comme je vous le disais, va se baser sur un certain monolithisme économique. Et c'est ce monolithisme abject sauvage que nous avons toujours rejeté, à savoir la création des monopoles, les monopoles économiques. Or, je vous l'avais déjà dit dès le départ, que l'État aurait dû plutôt créer ce qu'on appelle les oligopoles. Donc, mettre ces sociétés en saine compétition économique pour que les meilleurs puissent émerger. Malheureusement, ces gens-là ne comprennent pas grand-chose de mécanismes économiques dans une économie communautaire, dans une économie où nous avons un marché continental africain. Et ce marché continental africain doit permettre justement aux différentes entreprises de par l'espace continental de pouvoir exercer librement leur marché de biens et de services. Donc, notre très cher, brillantissime professeur de l'université Ondosa va également décrier justement cette centrale d'achat et que d'aucuns auraient pensé que c'était une nouveauté, mais c'est une nouveauté machiavélique qui n'a rien à voir avec une véritable économie du marché basée sur la liberté, la confrontation entre l'offre et la demande. Donc c'est une supercherie économiste
qui d'ailleurs ne pourra pas prospérer, mais va plutôt créer des rigidités avec une possibilité d'aller vers une inflation qui va une fois de plus se réunir progressivement le poids d'achat des Gabonais. Donc, sachez-le que cette centrale d'achat ne pourra pas prospérer. Et d'ailleurs, vous avez bien vu qu'à l'intérieur de cette centrale d'achat, l'État a pratiquement 30% des parts. Et c'est ce que recuse le Fonds monétaire international avec la Banque mondiale, c'est-à-dire les institutions de Bretton Woods, qui demandent à l'État de se désengager de l'activité politique. L'État n'a pas vocation de faire du commerce, l'État n'a pas vocation de créer des unités politiques, mais l'État a vocation de créer un environnement économique qui soit prospère au développement des unités politiques afin de créer la richesse économique de notre pays. Donc les provisions budgétaires de votre loi de 2025 qui se chiffrent à 7 233 milliards de francs CFA, eh bien, sont des provisions budgétaires factices parce qu'elles ne reposent pas sur de véritables données variables économiques. Et ces gens-là continuent à penser à tort ou à raison qu'ils ont affaire à une population analphabétisée, déscolarisée, caractérisée par une certaine néplégie, une tétraplégie intellectuelle. Et c'est pourquoi ces gens-là n'ont aucune considération pour les êtres que vous êtes. Et ils vont très loin dans leur élucubration économiste en imaginant d'ailleurs un taux de croissance économique à hauteur de 7,9% en 2025. Et là encore, il faut être un véritable idiot banquier. Il faut être un véritable mercantiliste économique sans base du marché pour pouvoir espérer un jour que le Gabon peut atteindre un taux de croissance de 7,9%. C'est une grande manipulation, une fois de plus infecte, indigeste, qui va servir à exploiter justement l'incrédulité spéculative du détenteur exclusif actuel du pouvoir, c'est-à-dire Brice Koto Oligui Nguema, qu'on voudrait faire passer pour quelqu'un qui n'a aucune maîtrise des agrégats macroéconomiques de notre pays. Donc une croissance prévisionnelle de 7,9% pour le cas du Gabon, c'est une utopie. Hein? C'est une croissance qui ne repose sur aucune variable. Hein? C'est un gros tissu de mensonges qui ne servira qu'au champ d'alouette et aux kunabélistes sans perspective qui soutiennent l'action du chef de l'État de manière abrupte et sauvage. Mais les prévisions budgétaires justement de cette année 2025 qui vont être initiées par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, le COP de Paris, qui sont des spécialistes justement en macroéconomique, en finances publiques et autres, vont plutôt observer une prévision budgétaire en 2025 de 2,4%. 2,4%. Et en 2026 de 2,6%. Donc essayez de faire le ratio. L'État prévoit 7,9% de croissance économique, mais les organismes financiers internationaux, eux, ils prévoient une croissance de 2,4 à 2,6%. Donc vous voyez bien que le ratio l'écart est trop fort. Et d'ailleurs la Banque mondiale, la BAD, la Banque africaine de développement, parle d'un taux de croissance de 2,3% en 2025 et 2,1% en 2026. Donc les prévisions budgétaires qui sont initiées par le gouvernement gabonais sont aux antipodes de la raison. Et cet antipode de la raison va se confirmer par une structure d'évaluation des politiques publiques et la croissance économique mondiale, c'est-à-dire un organisme financier américain qui va plutôt nous conforter dans cette position en disant que le budget gabonais de l'année 2025, à la limite, est un budget factice, car il ne repose sur aucune véritable donnée économique. Alors, tous ces gens-là sont en train, une fois de plus, de tromper Brice Koto Oligui Nguema. Et je voudrais vous rappeler que le taux d'endettement du Gabon actuellement est à hauteur de 73,4% du produit intérieur brut. 73,4% du produit intérieur brut. Et les organismes financiers internationaux
vont d'ailleurs aller plus loin dans cette convergence du taux d'endettement de notre pays par des prévisions budgétaires en 2025 à hauteur de 82%. 82% serait largement au-dessus de la norme admise qui est celle de 70% selon les convergences justement de nos différentes banques sur le plan continental. Donc les agrégats qui sont initiés par l'économie gabonaise aujourd'hui sont aux antipodes de la raison. Et d'ailleurs, le professeur Ondosa prévoit un niveau de chômage de 34,2% en 2024 à 37,8% en 2025, soit une augmentation encore de plus de 2, quelques pourcents, presque 3%. Et ces prévisions budgétaires d'Ondosa peuvent se confirmer par l'absence de véritables politiques publiques en matière d'investissement. Et je l'avais d'ailleurs dit depuis le départ que l'État gabonais n'avait pas une véritable maîtrise des agrégats macroéconomiques, n'avait pas un véritable plan alternatif de recherche de la croissance économique de notre pays. Mais curieusement, à l'époque, Ali Bongo Ondimba avait justement ce qu'il a qualifié de plan stratégique Gabon émergent sous-tendu par 3 piliers. Le Gabon vert, excessivement réservé à l'agriculture extensive pour lutter contre les déséquilibres alimentaires et créer la richesse d'un certain pôle agricole de nos villes et villages pour en faire des véritables pôles industriels. Ali Bongo Ondimba a parlé également du Gabon industriel qui devait être caractérisé par la transformation de l'économie de notre pays, quitter d'une économie de rente en une économie de production. Et c'est pourquoi Ali Bongo Ondimba avait investi dans le domaine de compétences, dans les infrastructures, mais également dans le progrès technique, scientifique et technologique. Et Ali Bongo Ondimba va mettre en place également des universités métallurgiques, de technologie, des universités de métiers du bois, mais bref, au niveau de Coq, sans compter au niveau de la pointe du Haut-Togoué où vous avez une université de métiers de mine. Donc Ali Bongo Ondimba était parfaitement au parfait de comment faire pour arriver à améliorer un certain nombre d'indicateurs macroéconomiques. Et il va aller plus loin à travers le secteur tertiaire grâce à la numéralisation, la lutte contre la fracture numérique, mais également la fracture numérique. Et c'est pourquoi aujourd'hui les Gabonais peuvent se balader partout sur l'ensemble du territoire avec des smartphones et ils sont capables de se connecter à l'espace mondial. Et d'ailleurs, il a créé également un autre pôle d'excellence politique à travers l'AGNOS, l'agence gabonaise de l'observation de l'espace. Donc Ali Bongo Ondimba était parfaitement intégré dans cet univers macroéconomique. Rien à voir avec les autorités politiques actuelles, caractérisées par le Kounabeli Sibeya, caractérisées par la tromperie, la fantasmagorie économique et sociale. Et ils arrivent comme ça à faire croire à Brice Côté Olidi Diamant que le Gabon est sur les bonnes voies, sur les rampes de la croissance économique, alors que nous sommes en train de progressivement aller vers des déficits budgétaires qui vont être de plus en plus chroniques, avec une possibilité d'arriver à une réduction de notre espérance de vie, mais à une détérioration, dégradation et désintégration de notre pouvoir d'achat. Et je suis là pour démystifier ces économistes panglos, ces économistes de faubourg, des quartiers sous-intégrés, des villes et villages de ces pays, soit dit industrialisés, Oxford, Strasbourg, Cambridge, autres universités, et que eux, ils veulent faire passer pour des véritables références. Mais moi, David Bakoma, en ma qualité d'autodidacte, je suis là pour démystifier ce genre de personnages lugubres qui n'ont pas compris que les Gabonais ne sont pas suffisamment idiots, parce qu'en 35 ans d'apprentissage démocratique économique, eh bien, la conscience citoyenne du peuple gabonais s'est émancipée, et c'est le cas du prince Adouma David Bakoma, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté. Cerveau serveur, divinement électrifié. Ça va également parler dans leur loi des finances des dépenses de fonctionnement qui se chiffrent à 3569 milliards. 3569 milliards de dépenses de fonctionnement. C'est vraiment une hérésie. Donc au lieu d'arriver à réduire les charges productives de l'État, eh bien, eux, ils cherchent plutôt à augmenter ces charges productives
pour entraîner le pays vers une crise financière imparable. Et les dépenses personnelles, ils arrivent à 959,7 milliards de francs CFA. Et l'investissement se chiffrerait à 3325 milliards. 3325 milliards d'investissement avec un budget. Il va faire une comparaison entre l'estomac d'un être humain, sa capacité de rétention, avec une métaphore du budget de notre pays. Donc, toutes ces variables budgétaires, en réalité, sont contrefaites, elles sont mal conçues, elles sont mal réfléchies, et c'est pourquoi ça parle justement d'un comportement de banquier primaire, caractérisé par la nullité, c'est-à-dire caractérisé par une espèce de médiocrité. Et il sous-entend ce que disait déjà David Mbakoma, à savoir que le gouvernement actuel d'Alexandre Barrot-Chambré, quand bien même c'était un économiste de Bretton Woods, c'est-à-dire le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, le Code Pays et autres, mais malheureusement Barrot-Chambré n'a pas fait de très bonnes études comme le minimum requis qu'a David Mbakoma pour pouvoir entraîner le pays vers une véritable révolution économique. Donc je suis là pour démystifier ce genre d'acteurs économiques sous-tendu par un enrichissement illicite, mais avec un cerveau contrefait des diplômes obtenus, non pas de manière légiférante comme David Mbakoma, mais obtenus certainement avec des recommandations. Et c'est le cas également de son très cher ami et frère, le vice-président de la République, Séraphin Mounonga, d'ailleurs, qui a obtenu son doctorat par justement une scolarisation à distance, c'est-à-dire par le numérique. Le docteur Androa Séraphin Mounonga aurait compris que l'État, qui est la forme la plus achevée du pouvoir, doit pouvoir se débarrasser de la familiarité du pouvoir, la personnalisation et la personnification du pouvoir. Parce que l'État doit rechercher la bonne gouvernance, le respect de l'État de droit, la lutte contre l'impunité et autres. Or, Séraphin Mounonga l'a bien vu à travers justement ce procès de la honte, cette parodie de justice, que en réalité nous sommes dans un véritable recul démocratique avec une détérioration des libertés publiques, et c'est bel et bien dommage. Je voudrais donc interpeller le chef d'État sur la nécessité de libérer un de nôtres, c'est-à-dire un membre du groupe non aligné, Bom Ngom, candidat à la mort, matricule 212, le loup solitaire. Moi, je suis David Mbakoma, le prince Adouma, candidat à la mort, non pas le loup solitaire. Moi, je suis matricule 212. Je voudrais donc dire à Brice Kotter Oligui Nguema qu'il est possible d'exercer la démocratie sans exercer l'autocratisme du pouvoir, la dictature, parce qu'on ne peut pas avoir combattu la dictature féroce d'Ali Bongo Ondimba pour que nous puissions rentrer en plus dans une autre violation flagrante des libertés publiques. Donc, Bom Ngom, article 212, a toutes les raisons de critiquer l'arrivée de Macron dans notre pays, parce que le Gabon ne peut pas continuer à être une sous-préfecture de la France, encore moins une province de cette métropole, compte tenu que nous sommes un pays indépendant et libre, et il y a le principe de l'égale indépendance de tous. La souveraineté de l'État gabonais est la même que la souveraineté du peuple français. Et c'est pourquoi je vous le dis ce matin, que moi, David Mbakoma, le prince Adouma, ne me rendrai jamais à l'aéroport pour accueillir le président français, même dans mes rêves les plus fous. Je suis non seulement un indigné, un non-aligné, mais en plus un vertébré. Par conséquent, je ne peux pas me coucher sur la dictature du peuple français, ce peuple qui est dépourvu de tout, de toute richesse, mais dont le développement ne peut se faire que par la richesse du peuple gabonais, qui se caractérise par une multiplicité des avoirs, des opportunités et autres, mais qui malheureusement, nos dirigeants n'arrivent pas à comprendre les mécanismes justement de refus de l'esclavage, le négritisme et autres formes d'avenir qui déshumanisent l'être humain. La France de Marie Curie, la France de Nicolas Sarkozy, la France d'Angela Merkel, la France de mon père Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise ne peut pas se réduire en une simple pauvrette, parce qu'elle est aujourd'hui victime de toutes les formes de violence au sein des pays
de l'Afrique francophone qui refusent justement que la France puisse se mêler de leur situation politique, économique et sociale. Donc l'arrivée de Macron dans notre pays, pour David Berkouma, c'est un non-événement et qui ne peut pas apporter le confort, le bien-être, mais également l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Et l'arrestation de notre frère Bomengom, qui est d'ailleurs un insoumis, un indigné, comme David Berkouma, ne peut pas servir d'alibi et d'ailleurs ne peut pas constituer une plus-value à l'égard de Brice Koté Oligui-Nguema, mais bien au contraire, cette arrestation va amenuire le capital du chef de l'État en détériorant une fois de plus la confiance qu'il a suscitée auprès des populations gabonaises. Et même à l'époque d'Ali Bongo Ondimba, de tels événements ne se passaient pas. Le chef de l'État a accepté la démocratie pluraliste. Il doit accepter le débat contradictoire public. Il n'y a pas de raison que ces courtisans, ces intrigants, tapis dans l'ombre des arcanes secrets de pouvoir, puissent museler le peuple souverain qui n'arrive pas à admettre la malgouvernance des autorités politiques actuelles. Une malgouvernance caractérisée par les déficits budgétaires chroniques, avec une détérioration de l'état de droit, une accélération de l'impunité et encore une désorganisation de notre système étatique. Donc dites à Brice Koté Oligui-Nguema que le prince Adouma David Berkouma le dit aisément qu'il n'ira pas à l'aéroport, quelles que soient les contraintes, quel que soit l'argent qu'on pourra distribuer aux uns aux autres, mais je continue à préserver mon honneur, ma dignité, parce qu'il y a de la noblesse dans la pauvreté, et en ma qualité de prince Adouma, il est hors de question que je puisse m'agenouiller devant les autorités françaises qui, lorsque le chef de l'État gabonais arrive en France, arrive à nous traiter avec mépris, avec dédain, avec désinvolture. Et ce n'est pas moi, David Berkouma, qui va cautionner l'arrivée de Macron, qui une fois de plus viendra nous mettre en régime serré. Voilà ce qui est dit. Donc, une fois de plus, je vais revenir sur l'analyse des agrégats macroéconomiques de notre pays pour démystifier votre très cher banquier qui s'est fait passer pour un brillant économiste alors qu'il a fait de très bonnes études du côté de l'Amérique, et ce dernier n'arrive pas à comprendre les mécanismes très simples en matière de banque. Et on doit savoir être clair que en matière de prêt, il y a des convergences qu'il faut respecter. On ne peut pas prêter de l'argent à quelqu'un qui a déjà pratiquement porté atteinte à son revenu à hauteur de plus de 30%. Donc le Gabon, qui continue sans cesse à s'endetter, devrait faire un effort de rationalisation justement de ses compétences, de ses capacités productives, par la lutte contre la gabegie financière, la lutte contre la corruption, la lutte contre toute autre forme d'avenir, pour que nous puissions arriver à un équilibre macroéconomique et relancer la croissance de notre pays par des politiques plus aptes. Or, pour le moment, tous ceux qui sont autour du chef de l'État ne comprennent pas grand-chose. Et encore moins, votre pseudo-brillant banquier qui aujourd'hui cumule. Il cumule les postes. Il est ministre de l'économie, il est ministre du budget, il est ministre des participations, il est le ministre de la lutte contre le ministre de la dette, il est le ministre également de la lutte contre la vie chère. Donc il a en son sein pratiquement 5 portefeuilles. 5 portefeuilles. À cela, vous lui ajoutez également le poste du président du conseil d'administration de BGFI Bank, qui aujourd'hui se retrouve dans des véritables débats judiciaires avec un dépôt de 250 milliards de francs CFA d'Ali Bongo Ondimba, des dépôts de fonds publics qui se retrouvent dans sa banque, certainement de manière contrefaite, sans respect d'un certain nombre de critères banquiers, parce que cet argent aurait dû se retrouver au CDC ou au niveau du trésor public. Donc BGFI aujourd'hui est une banque qui encourage l'accumulation de la richesse, l'enrichissement illicite, le détournement de fonds publics par bande organisée, l'association de malfaiteurs et autres acabits. Et j'ose croire que le procureur de la Cour d'appel spéciale
de répression des crimes économiques et financiers va également interpeller le président directeur général de cette banque, c'est-à-dire Henri-Claude Oyima, interpeller Yann Koudjé qui ont été longuement cités dans cette procédure judiciaire pour que ces derniers puissent également venir nous expliquer comment est-ce que BGFI se trouve en situation de surliquidité à travers de l'argent qui a été volé au peuple souverain. Donc il s'agit de cela, il s'agit de véritablement mettre en place des mécanismes de justice qui puissent satisfaire les plus grands nombre de personnes et non choisir des victimes à la sorte pour satisfaire les intérêts égoïstes de ces extrémistes et pas qui n'ont pas compris que le Gabon a plusieurs ethnies, le Gabon a plusieurs provinces et que par conséquent, on doit arriver à la prospérité partagée qui avait été initiée par Omar Bongo Ondimba, à savoir à chacun selon ses compétences, à chacun selon son métier, à chacun selon ses responsabilités, mais également à chacun selon ses moyens et aptitudes professionnelles et qualifiantes. Vous avez les handicapés également qui sont victimes de toute forme d'avenir, toute forme d'exclusion. Ces gens-là sont des Gabonais. Par conséquent, eux également, ils ont besoin de vivre dignement. Et ça va également faire une autopsie justement de notre situation de dégradation sur le plan social. Le non-relogement des personnes qui ont été déguerpies, y compris David Biakouma qui a perdu 5 villas avec une maison en état de ma petite soeur. Et jusqu'à présent, mais nous dormons à la belle étoile, mais Oligi a trouvé mieux justement de reloger ses propres amis, ses copains, coquins, fantassés et maroquineries, et qui n'avaient d'ailleurs pas été déguerpis, à savoir Eric Otété et plusieurs autres activistes de Clochette et Pécari, puis des artistes dont l'ancien ministre de la Culture recherchait leur adresse parce que ces artistes n'ont aucune productivité.